Vouloir, c'est pouvoir. On réussit quand on a la ferme volonté de réussir. Ma façon de vous dire bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Touche à tout, une émission socio-culturelle qui vous aide à connaître tout, en tout et pour tout, sans aucune ambition. Mesdames et messieurs, ici nous recevons tous les visages sans exception aucune. Question pour nous de vous mettre au parfum du vécu quotidien et congolais. Mesdames et messieurs, c'est toujours avec Shadrack Ndibou que je passe cette émission de manière rotative. Shadrack Ndibou, bonjour. Bonjour, bonjour monsieur Arnaud. Je pense que tu vas très bien. Je vais très bien, je vais très bien. Voilà mesdames et messieurs, merci de votre belle attention prêtée à cette émission. Nous émettons depuis la ville de Provence de Kinshasa. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous recevons pour vous l'ancien chargé d'émission du maréchal Mobutu, qui répond au nom de monsieur Maurice Likuo Bolangala, à qui nous disons bonjour. Merci beaucoup, bonjour. Je suis très content de vous rencontrer. Je pense que vous allez très bien, papa. Oui, oui, pour le moment, ça va. Monsieur Maurice, on va essayer un peu de parler de la rétrospective, mais aussi de la perspective d'avenir de votre carrière. Mais on va essayer aussi de toucher les questions questionnantes qui essaient un peu de tarauder la population congolaise, juste pour que la population congolaise soit au courant de tout ce qui se passe dans notre pays. Monsieur Maurice, première question, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vous connaissent, mais il y en a d'autres qui ne vous connaissent pas. Est-ce que pourriez-vous brièvement vous présenter et personnellement, si possible? En tout cas, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir reçu sur votre plateau, puisque ce n'est pas la première fois. J'avais commencé à passer ici avec vos anciens aînés. Donc, je peux dire que je suis l'habitué de cette chaîne. Bon, il y a un temps où j'étais absent parce que j'étais malade. J'étais allé au Maroc me faire soigner. Pour le moment, je suis ici. Donc, ça commence à aller. Merci, M. Maurice. La première question est celle-ci. Pourquoi la RDC n'avance pas? Là, on est presque à 61e. Notre indépendance, bientôt au mois de juin 30, nous allons fêter ou commémorer la 61e anniversaire de notre pays, mais on est en train de voir comme s'il y a un rétropédalage sur le plan du développement de notre pays. Je ne sais pas, vous en tant qu'ancien combattant, je ne sais pas quelle idée vous allez émettre par rapport à cette question. En tout cas, c'est une grâce pour moi. C'est une grâce pour moi de répondre à cette question qui est vraiment très capitale. Et il est de mon devoir aussi de répondre à cette question parce qu'il y va de l'intérêt de notre pays, surtout pour la jeunesse montante. Vous venez de dire 61 ans, disons 60 ans, bientôt 61 ans. Notre pays, ça ne va pas, ça ne marche pas. Alors que lorsque vous lisez les statistiques de l'UNESCO concernant l'éducation, concernant l'enseignement, à travers le monde, pour toute l'Afrique, notre pays est classé parmi les premiers. Nous regorgeons beaucoup de porteurs de diplômes universitaires comme de l'enseignement supérieur. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pour faire marcher un pays, c'est question d'ici, donc de la mentalité. Nous subissons la culturation à tous les niveaux. D'ailleurs, je peux même vous donner un exemple. Vous êtes, moi je peux dire même, vous êtes mes enfants. Est-ce que vous connaissez votre propre pays? Je ne crois pas. Vous connaissez l'histoire de France, vous connaissez la Belgique, vous connaissez l'Allemagne, les États-Unis, vous connaissez presque tous les pays du monde, mais votre propre pays, vous ne connaissez pas. Comment peut-on développer quelque chose qu'on ne connaît pas? Avant qu'on puisse développer notre pays, il faut tout d'abord le connaître et l'aimer. C'est ça le problème. Nous n'aimons pas notre pays et nous ne le connaissons pas. Raison pour laquelle nous ne portons pas un intérêt sur notre pays, à tous les niveaux. Donc c'est très malheureux. Mais pour vous, nos enfants, qui venez demain nous remplacer, le seul conseil que moi je peux vous donner pour le moment, cherchez à connaître votre pays.
Il faut connaître votre pays. Et s'il le faut, il faut voyager. Beaucoup voyager. Notre pays, c'est un sous-continent. Comment pouvez-vous connaître l'Équateur? Comment pouvez-vous connaître le Kivu? Comment pouvez-vous connaître les deux Kassai? Comment pouvez-vous connaître le Katanga comme le Bas-Congo? Aussi longtemps que vous n'avez jamais été là. Et comment vous allez l'aimer? C'est ça le problème. Donc, c'est question d'acculturation. La preuve en est que lorsqu'on parle de nos leaders politiques, nos enfants critiquent presque tous les leaders, sans pour autant connaître la réalité, la vraie vérité de l'histoire de notre pays. Et c'est très malheureux. Voilà. Donc, pour développer ce pays, commencez tout d'abord à le connaître. Commencez à le connaître, l'aimer. Vous ne pouvez pas quand même développer quelque chose que toi tu ne connais pas, que tu n'aimes pas. Voilà. Très bien. Monsieur Maurice, alors vous, mon boutiste d'hier, quel jugement portez-vous aux dirigeants d'aujourd'hui? Parce que vous avez eu la chance d'être, je dirais, à côté de Mobutu, vous avez vécu avec Mobutu, vous avez vu tout ce qu'il a fait à son temps, etc. Alors aujourd'hui, quelle serait cette différence que vous avez placée par rapport à l'époque de Mobutu et aux dirigeants actuels? Je peux dire que, en tout cas, je dois vous corriger sur une chose. Il ne faut pas dire que vous les Mobutistes. Non. Comme demain vous allez encore dire, vous les Tshisekedistes, vous les Kabylistes. C'est faux. Ce sont des étiquettes qui sont en train de détruire justement notre pays. Tous ces sobriquets-là, ce n'est pas bien. Vous me posez la question sur nous qui avons évolué aux côtés du maréchal Mobutu. Mais le maréchal Mobutu, comme Papa Etienne Tshisekedi, sont tous les deux les grands patrimoines de notre pays. Nos patrimoines. Donc, disons, c'est notre patrimoine commun à nous tous, national surtout. Parce que les deux personnalités constituent des écoles. Ici, dans notre pays, nous n'avons que deux écoles politiques. L'école du maréchal Mobutu et l'école de Papa Etienne Tshisekedi. Tous les deux constituent des écoles. Deux écoles. Deux entités vivantes. Deux synthèses. Ce sont des termes que je pourrais développer ça sur base soit d'une conférence pour comprendre qu'est-ce qu'on entend par une école politique, un individu qui doit constituer une école. Vous ne trouvez pas que les deux personnalités sont des écoles? Je peux dire que si nous prenons le cas, par exemple, de Papa Kasavubu et de Lumumba comme les autres, ils ne peuvent pas constituer des écoles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'évoluer et de démontrer leur capacité managériale sur terrain. Ils n'ont pas transmis leurs connaissances. Bon, heureusement pour Kasavubu, il nous a montré le sens du patriotisme. Pour Lumumba, il nous a montré le sens du nationalisme. Mais les deux n'ont pas pu évoluer pour nous donner des leçons sur leurs écoles. C'est comme ça qu'ils ne peuvent pas constituer d'emblée des écoles. Tandis que Mobutu et Tshisekedi sont deux écoles. Et si vous lisez, vous interrogez l'histoire, vous allez les retrouver tous les deux. Les deux écoles sont trop croisées, dans le temps et dans l'espace. Donc, je peux dire que pour nous, et surtout pour vous, la nouvelle jeunesse congolaise, essayez de pénétrer les deux écoles. Parce que même les collaborateurs de ces deux grands leaders politiques, charismatiques de notre pays, leurs collaborateurs, ne se sont même pas donné de la peine pour pénétrer ces gens, ces deux écoles. Même nos chercheurs, sur le plan scientifique, n'ont pas pu chercher à connaître qui sont ces deux hommes. Mais pour connaître les Napoléons,
les Mitterrand, les De Gaulle, Léopold II, tout ça. Mais ils se donnent de la peine. Mais est-ce que ces deux grandes personnalités politiques de notre pays, qui ont fait l'histoire même de l'Afrique, est-ce qu'on les connaît? On ne les connaît pas. D'accord. Monsieur Maurice, puisque vous étiez en train tantôt de parler de tout ce qui est dit, bien sûr, alors je vous ai suivi il y a 4 ans passé, vous êtes en train de dire que ce qui lui menait une vie il cherchait à individualiser un peu les choses, c'est-à-dire il cherchait tout pour lui. Alors je ne sais pas, par rapport à tous ces travers que nous sommes en train de traverser à nos jours, est-ce que lui, le PS, a la part des responsabilités? Bon, vous savez, hein, je venais de vous dire que les deux personnalités de notre pays sont des écoles. Et je vous ai dit que les collaborateurs de ces deux grandes personnalités, est-ce qu'ils ont compris les leçons de leur maître? Très bien. Leurs collaborateurs, en premier lieu, ils s'étaient calqués. Ils ont calqué leur énergie sur la haine, sur la jalousie, sur la diabolisation. Et tout ça, c'est parce qu'ils étaient pétris dans le sens de la recherche des intérêts personnels. C'est comme ça que Mobutu, au départ, lorsqu'il a eu le pouvoir, Mobutu était un grand nationaliste, un grand patriote. Mais lorsque on l'a entraîné, on l'a embrigandé dans la mafia politico-financière, il s'est mué. Au lieu de politicien charismatique, il s'est mué en politicien affairiste. C'est ce qui fait qu'il s'est dépouillé de sa carapace de nationaliste. Comme Papa Étienne Tshisekedi dit, beaucoup de gens ne l'ont pas pénétré. Voire même, je peux dire, même son fils actuel Fachi, est-ce qu'il a le tort de son père? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pourquoi je dis je ne crois pas? Parce que ces deux personnalités, moi personnellement, je ne peux pas me prétendre mieux les connaître, mais je les connais. Pourquoi? Parce que je faisais un effort de les pénétrer, les deux. Et comme j'étais dans la cellule d'analyse stratégique, qui était privée uniquement pour le maréchal. Surtout qu'à l'époque, il était votre opposant numéro 1. Non. Non, l'opposant du MPR. Non. Mon fils, excusez-moi de vous appeler sur le plateau de télévision, mon fils, je ne vais pas entrer dans les détails de cette histoire parce que je suis appelé à garder les secrets d'État jusqu'à ma mort. Mais les téléspectateurs en ont besoin. Mobutu et Tshisekedi n'étaient pas des ennemis. C'est ce que croient beaucoup de gens. Non. Même moi, je me posais des questions. Par rapport aux opposants idéologiques, pas des ennemis opposants idéologiques. Mais est-ce que, enfin, je vous pose une question puisque vous êtes censé connaître, et il est de votre devoir de connaître votre pays et vos hommes politiques. Qui a façonné Mobutu sur le plan politique? Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais c'est justement ce Papa Étienne Tshisekedi. Mobutu était un soldat. Il avait dans sa tête la mentalité militaire, mais il est devenu politicien charismatique. Qui a fait de lui ça? Même les gens ne savent même pas qui est le vrai fondateur du MPR après le CDR. Qui a rédigé le manifeste de l'ANCE? C'est comme ça que je peux vous dire, ôtez-vous dans votre cerveau que Tshisekedi et Mobutu étaient des ennemis. Même moi, je ne m'expliquais pas. Et il ne me posait même pas de question de savoir qu'est-ce qui se passe entre les deux. Mais personne n'a accepté cela. Pardon? Personne n'a accepté cela, qui est Mobutu et Tshisekedi s'entendent mieux. Ben oui. Bon, disons que je vous ai dit, je ne vous dirai rien, parce que tous les deux, je suis parmi les gens qui préparaient leur rencontre secrète. Quand vous dites que vous ne direz rien, alors qu'il y a la population qui peut dire qui peut imaginer Mobutu était comme ça, oui, vous pouvez imaginer. Mieux placé de pouvoir expliquer la population vous pouvez imaginer. Mais moi, je peux vous donner mon exemple personnel. Voilà pourquoi. Vous voyez le poste qu'occupe aujourd'hui Fachi. Si c'était Tshisekedi, le papa,
qui était proclamé président de la République, je crois bien que avant qu'il puisse même prendre son secrétaire général de l'UDPS, il allait me prendre moi. Et je sais pourquoi je dis ça. Et les gens allaient même s'étonner. Et je me limite là. Mais M. Tshisekedi Etienne ne prenait pas le pouvoir parce que paraît-il qu'il était un opposant radical par rapport à la politique qu'applique Félix Tshisekedi. Bon, radical, c'est ce que vous vous dites. Ils n'étaient pas des ennemis. C'est ce que moi je vous apprends. Ils n'étaient pas des ennemis. Vous venez de dire tantôt que Tshisekedi Félix, apparemment, il n'a pas l'étoffe comme celle de son père Etienne Tshisekedi Mulumba. Je ne sais pas, selon votre... Non, moi, je vous dis que je n'ai pas dit qu'il n'a pas l'étoffe. J'ai dit, je me pose la question. Est-ce que lui va avoir l'étoffe de son père? Selon maintenant votre observation, depuis qu'il a accédé au pouvoir, est-ce que vous croyez qu'il est en train de marcher dans les pas de son père? Est-ce que Fachi, comme vous avez l'habitude de l'appeler Fachi, est-ce qu'il a commencé à travailler? Moi, je vous dis non. Non. Fachi a perdu 2 ans dans l'amalgame avec les gens de Kabila. Il me semble que l'UDPS était chargé de questions externes, quelque chose comme ça. Il a travaillé au sein de l'UDPS pendant un certain moment. Qui? Le président Félix Tshisekedi. Écoutez, Fachi a passé tout son temps où? Ici, dans notre pays, à Kinshasa, ou bien en Belgique ou à l'extérieur. Est-ce que beaucoup de gens connaissent qui est Fachi ici à Kinshasa? Non. C'est maintenant que les gens vont découvrir qui est Fachi. C'est-à-dire pour vous, il est tombé comme un cheveu? Non, non, pas un cheveu. Lui, il a évolué aux côtés de Papa Etienne comme étant son fils, mais pas en tant qu'acteur politique, c'est différent. En tant qu'acteur politique, il allait copier, donc devenir la photocopie certifiée conforme de son père. La preuve en est que il a été proclamé il y a de cela 2 ans. Si c'était Papa Etienne, est-ce que Papa Etienne allait garder la même milice de Kabila jusqu'aujourd'hui aux côtés de lui? Avec tous ces généraux, tous ces colonels de l'AFDEL? Je ne crois pas. Est-ce qu'il allait garder est-ce qu'il allait garder tous ces responsables de services de renseignement, de sécurité? Je ne crois pas. Et de la police? Je ne crois pas. Il allait les changer. Je crois que le même jour ou bien une semaine après. Mais aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre, il y a même les militants de l'UDPS qui réclament à ce qu'on puisse mettre de côté les 2 ans que Fachi vient de passer parce qu'il n'a pas pu travailler et commencer à compter à partir de cette investiture. Pourquoi? Il me donne raison. C'est-à-dire que Fachi n'a pas commencé à travailler. Comment on peut le coter? Comment on peut l'apprécier? Lorsqu'il travaille avec ses propres adversaires, dans le marigot même des Caïmans. Il n'avait pas le Parlement, il n'avait pas, c'est-à-dire... Il n'avait rien, ni Parlement. Il n'avait que le président comme institution, la présidence. Il n'avait ni Parlement. Il n'a ni l'armée. Ça, c'est la milice de Kabila. Il n'a pas la police. Ça, c'est la police de Kabila. Il n'a pas les services de sécurité. Ce sont les services de sécurité de Kabila. Comment peut-on évoluer en politique, réussir dans ces conditions? Mais les preuves sont là. Pourquoi il a des difficultés aujourd'hui? Mais s'il avait ces hommes à lui depuis le début, comme Joe Biden, le président de la première grande puissance du monde, lorsqu'il a remplacé Donald Trump, est-ce qu'il a attendu à ce qu'on puisse lui dire changer? Je crois que le lendemain, il a tout chamboulé. Mais si nous voyons très bien par rapport à la coalition FCC-CACH qui était en place, ainsi de suite, paraît-il que c'est la coalition FCC qui lui mettait des pots de bananes. Mais c'est une bidule. FCC-CACH. C'était une bidule. C'était vraiment quelque chose. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont allés découvrir ça pour coller ça à Félix Tshisekedi et il a gobé. Et voici les résultats.
Voici les résultats. Aujourd'hui, il a pu créer une structure qu'on appelle l'Union Sacrée, qui regorge pas mal de députés venant des différents partis politiques ou encore des différents rivaux politiques. Est-ce que l'Union Sacrée, c'est pour lui? Attendez. L'Union Sacrée n'est pas pour lui. Il y a ceci. L'Union Sacrée n'est pas pour Félix Tshisekedi. Non, ça c'est une blanchisserie. C'est une blanchisserie qu'on amène les habits pour nettoyer après avoir mangé donc, comme on dit chez nous, en Bandaka, Misaka et Tanguy, partout, ça c'est la blanchisserie. Est-ce que Félix a l'Union Sacrée? Mais ce sont les hommes de Kabila. Est-ce que vrai ou faux? Je ne sais pas. C'est vous qui le dites. Mais vous croyez que le fait d'occuper cette chambre, ici sur ce plateau, nous quittons ce plateau, pour entrer dans la chambre là où se trouve le réalisateur, nous avons changé de maison. Est-ce que vous pensez que ces gens-là seront éternellement pour José Kabila? Vous pensez que ces gens-là ne vont jamais changer? Alors qu'il a créé une union sacrée, et je dirais que c'est comme une unité de la diversité. L'unité, c'est l'intérêt commun. La diversité, c'est que chacun vient de son parti politique, et puis ils ont créé un bloc pour l'avantage du pays. Tu connais d'où sort tout d'abord l'union? Ce n'est pas quelque chose qui se réclame. On ne chante pas ça. Ça vient d'ici. Les mêmes gens qui ont détruit ce pays, qui ont pillé beaucoup plus que même Mobutu, des jeunes gens après avoir quitté l'université, même pas une maison, même pas une voiture, même rien, même pas un compte bancaire, aujourd'hui se retrouvent avec des fortunes. Et vous allez dire qu'ils vont travailler pour Fachi. Mais vous vous trompez. Ils sont là uniquement pour le distraire. Et les preuves sont là. Je ne peux pas citer le nom des gens. Moi, au contraire, j'ai pitié de Fachi. Et j'avais suivi Gabriel Mokia lorsqu'il lui a donné, il a prodigué des conseils qu'il doit dissoudre ce Parlement. Il doit se constituer une majorité à lui d'une manière ou d'une autre. Ça, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour Fachi. Ils ne sont pas là pour Fachi. Ils sont là pour protéger leurs intérêts. Et surtout, un instant, surtout, comme ils savent très bien qu'ils ont commis beaucoup de méfaits dans notre pays, ils sont là pour protéger leurs biens qu'ils ont amassés d'une manière scandaleuse. C'est tout. C'est-à-dire, comme ils sont dans l'union sacrée, ils sont là pour, donc, juste, pour la protection. Ah oui. Qu'est-ce que vous croyez? Ils sont là pour Fachi? Mais s'ils étaient là pour Fachi, Fachi a nommé le Premier ministre il y a de cela combien de temps pour qu'il n'y ait pas eu investiture? Vous voulez que Dieu descende pour vous montrer la réalité en face? Mais il nous a donné le cerveau. Pourquoi? Ce n'est pas pour réfléchir. Mais attendez, M. Maurice, il n'y a pas trop longtemps, Tshisekedi disait tout haut qu'il va imposer un système de déboulonnage où il doit faire des sommets pour extirper cet esprit qui a hanté les Congolais depuis belle lurette. Je ne sais pas si il peut arriver à le faire, je pense. Vous savez, mon jeune frère journaliste, dans la révolution cubaine, plutôt cubaine, il y a un principe. On dit très bien qu'il faut collaborer avec un ennemi pour le maîtriser, de noyauter, que de travailler avec un tiède. L'union sacrée, ce sont des tièdes. Donc ni chaud, ni froid, ce sont des chauves-souris. Vous ne pouvez pas déterminer à quel moment ils peuvent trahir, à tout moment, parce qu'ils ont trahi. Qu'est-ce que Kabila n'a pas fait pour eux par rapport à Fachi? Mais ils ont trahi Kabila. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que demain ils vont aussi trahir Fachi? Monsieur Maurice, mais selon les dirigeants, ils ont dit que c'est M. Mobutu, le maréchal Mobutu, qui a pu démanteler ce pays de Bibélirette. Donc ceux qui sont en train de subir c'est que le chef de l'État. Mais écoutez, après 20 ans, plus de 20 ans, vous ne parlez que de Mobutu? Bien sûr, c'est partout, je pense. Ah bon? Aujourd'hui, vous vous mariez avec une femme parce que vous l'avez trouvée belle. Et vous allez rappeler à cette femme, oh voilà,
Toi, parce que tu as vécu avec un type qui était trop vilain. C'est comme ça que toi, qui as l'habitude de vilain, mais ce qu'on y a qui est vilain, mais pourquoi tu l'as pris? Mais vous prenez le pouvoir, pourquoi? C'est pour s'amuser, c'est pour faire le jeu des devinettes et venir parler de Mobutu après avoir occupé ses fonctions 20 ans après. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'aujourd'hui, Joe Biden va parler de Donald Trump, que voilà Donald Trump, lui ne travaille pas, il ne va te parler de Donald Trump? Ou bien, Macron aujourd'hui, au lieu de travailler, il va se référer à ses prédécesseurs? Alors pourquoi il est devenu chef de l'État? Pourquoi? Alors, il ne fallait pas. Mobutu, il a fait ce qu'il devait faire. Et le plus grand héritage, puisque je ne veux pas entrer dans les polémiques, moi je peux dire que le plus grand héritage que Mobutu nous a légué, mais nous voulons faire semblant de ne pas voir tout simplement à cause de la haine, de la diabolisation. N'eût été le maréchal Mobutu, aujourd'hui, le Kivu n'allait pas exister. Ça allait déjà être annexé par les Rwandais. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui, les Kivusiens se sentent toujours congolais, je peux dire zaïrois? C'est parce que Mobutu nous a cultivé donc ce sentiment nationaliste de papa Bomoko, maman Bomoko, Ikolo Bomoko. Il a pacifié le pays. Il a donné le sens. Mais écoutez, je ne sais pas si vous aviez quand même l'âge dans le temps, lorsque Mobutu était au pouvoir, de voyager à travers le monde. Mais les Zaïrois étaient respectés. Vraiment respectés. On avait une valeur. Pourquoi? Parce que c'était l'image même du chef. Est-ce qu'actuellement nous avons cette image? Non. Parce que Kabila est venu détruire. La mission de Kabila, c'était de détruire notre pays. Et les preuves sont là. Aujourd'hui, aller à Kigali. Moi, j'ai eu, disons, la chance dans la vie, lorsque c'était à l'époque de l'université, on devait, avant de commencer la première candidature, on devait commencer par la préu. Moi, j'ai eu la chance d'aller à la préu à Bukavu. J'ai vécu à Bukavu. Les gens que vous appelez aujourd'hui les Banyamulenge, nous, on ne connaissait pas ce nom. Nous, on connaissait les Banyarwanda. Un instant, c'est très important. Okay. On connaissait les Banyarwanda. Mais aujourd'hui, vous parlez des Banyamulenge. Ce ne sont pas des Congolais? Non. Ils ne sont pas des Congolais. C'est comme ça que moi, je vous invite de bien connaître l'histoire de votre propre pays. Ce sont des réfugiés rwandais. Après les massacres qu'il y avait eu au Rwanda, ils sont venus se réfugier chez nous. Ils sont habitués avec eux. C'était par acquisition. Par acquisition. Est-ce que la nationalité, ça s'achète? Ça se déclare comme ça, comme aujourd'hui, vous allez en France. Écoutez, mon frère cadet, celui qui vient juste après moi, vous savez combien d'années il a fait à Paris? Est-ce que c'est pour autant qu'il peut dire qu'il est français? Mes filles sont en Suède, d'autres à Norvège. Ils ont même des enfants là-bas. Les enfants de la nationalité suédoise et norvégienne, tout simplement parce qu'ils sont nés là-bas. Mais est-ce qu'ils peuvent se dire que parce qu'ils ont beaucoup vécu là-bas? Nous courons derrière les temps. Je pense que nous allons revenir sur ce que vous venez de dire. Il y a une question posée par notre spectateur, parce que lorsqu'ils ont su que vous seriez notre invité cette semaine, il y a une question qui est un peu compliquée aussi pour moi pour me répondre. Ils ont dit, vous dites que Mobutu a bien travaillé pour notre pays, mais pourquoi vous n'aviez pas pu redorer même l'image ou encore embellir la province de l'Équateur? Nous avons vu même Gabriel Mokia, Mobutu et même vous. Je vois que vous avez suivi son émission sûr, religieusement. Mais nous sommes en train de constater apparemment que vous construisiez ailleurs, au lieu de construire à l'Équateur, comme le font les autres.
Bon, en tout cas, c'est une bonne question. Et je crois bien que je venais de répondre à cette question il y a de cela quelques jours lorsque j'étais l'invité de votre confrère de Bestla. Vous savez, je répète encore, interroger l'histoire et chercher à connaître l'histoire de notre pays. Lorsque Mobutu est arrivé au pouvoir, jusqu'en 1990, Mobutu n'a travaillé qu'avec qui? Avec les Katangais, avec les Kassaïens. En priorité, ce sont eux qui ont bénéficié, beaucoup plus que même les Bakongo et l'Équateur et le Bandundu. Ce n'est pas une invention, tout le monde le sait et tout le monde le dit. Mobutu, il a récupéré ses propres frères de l'Équateur. C'était suite à la conférence nationale souveraine, lorsque les mêmes gens qu'il a fabriqués de toutes pièces l'avaient trahi. Mais ceux qui ont amassé beaucoup de fortune, mais ce sont ces tribus-là. Et je crois bien que tout le monde qui nous suit, s'il est honnête, il va dire ce que du coup est en train de dire, c'est la vérité. Et vous devez connaître ça. Merci. Un instant. Okay. Vous dites très bien que nous de l'Équateur, nous n'avons rien fait de notre province. Oui, c'est vrai. Pourquoi? C'est vrai. Pourquoi alors? Vous savez, non, je n'aimerais pas entrer en profondeur, sinon je risque de blesser quelques-uns qui ont eu de l'argent, qui ont eu de fortune, des moyens pour soit monter des sociétés, faire des plantations, ils sont allés investir ailleurs. Qui sont ces gens-là? Ils sont allés investir ailleurs. Qui sont ces gens-là? C'est ça ma question, M. Maurice. Qui sont ces gens-là? Ils sont allés investir surtout dans la débauche et à l'extérieur du pays. Mais leur propre province, c'est malheureux. Merci, mesdames et messieurs. Vous allez bien comprendre que nous sommes devant un ancien combattant, l'ancien chargé des missions du maréchal Mobutu Wazabanga, c'est Seko qui a pu faire au moins 32 ans au pouvoir. Nous sommes avec vous sur ce plateau pour décortiquer les questions questionnantes. Voilà, on va faire un peu escale dans ce qui se passe à l'Est. Monsieur Maurice Licourt, quand vous regardez les images qui se passent dans l'Est de notre pays, ça vous dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'Est de notre pays? L'insécurité qui gangrène notre pays. Moi, je vous dis qu'il s'agit de la plus honteuse escroquerie politico-militaro-affairiste jamais vécue dans le monde. Après ce qu'on a vécu dans la Bible pour le cheval de Troie. Est-ce qu'il y a la guerre là-bas? Bien sûr. Non. C'est-à-dire, vous ne voyez même pas par les images. Il n'y a pas de guerre. Comment les dames sont violées, etc. Je vous dis, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Pourquoi? Vous êtes des jeunes gens, je vois bien que vous avez vraiment bien étudié. Hein. Mais interrogez l'histoire. Le Kivu dans l'ensemble, c'est combien de kilomètres carrés? Mais vous avez la MONUSCO, seulement les soldats de l'ONU, que l'ONU a envoyés ici, 20 000 hommes de troupes. Notre propre armée, il y a combien d'hommes? Sans compter les alliés de Kabila qu'il a fait appel, les Zimbabwéens. Ils sont au nombre de combien? Et ceux qui sont en train de prétendre que Bazotia Mongouloukoun, il y a la guerre, ils sont combien? Mais pourquoi ça ne finit pas pendant plus de 20 ans? Mais qui vendait les armes que le gouvernement achetait ici, on les retrouvait au Rwanda? C'est une fabrication. Mais on a, oui, sinon il y a des infiltrés dans notre armée congolaise. Non, pas des infiltrés. Mais c'est l'AFDEL. Et qui dit AFDEL dit quoi? Comprenez ce que je veux dire par là. Et vous dites qu'il y a la guerre. Comment ça se fait-il que vous savez très bien qu'un tel il est rwandais, un tel, soi-disant entre guillemets, Munyamulenge, c'est-à-dire il n'est pas congolais à 100%.
Imaginez-vous, depuis l'arrivée de l'AFDEL jusqu'aujourd'hui, la sécurité se trouve entre les mains de qui? D'un Équatorien, d'un Mukongo, d'un Moulouba, ou bien c'est toujours les mêmes gens que vous prétendez qu'ils sont des Aïrois la journée, mais la nuit, oh, ce sont des Gundabatoires, des Moutebushi, des Tangana, et vous dites que c'est la guerre. Donc ces gens-là qui sont en train de mener soi-disant guerre entre guillemets, Bakou Fakate, ils ne meurent jamais. Alors vous voyez bien que si moi je vous parle de l'escroquerie politico-militaro-affairiste, mais tous ces Indiens qui sont venus pour le compte de la MONUSCO, tous ces soldats-là de l'ONU, vous ne voyez pas qu'ils se sont tellement enrichis parce qu'ils sont venus pour faire le trafic des minéraux, comme vos propres soldats que vous prétendez qu'ils sont des Congolais, mais qui vendaient des armes de l'autre côté. Qui passe, on achète des armes ici, demain vous apprenez que ça se retrouve du côté du Rwanda. Et vous dites quoi? Mais, M. Maurice. Un instant, puisque ce sont des questions qui sont très profondes. Qu'est-ce que vous avez fait avec tous ces gens-là qui ont pillé notre pays jusqu'à aujourd'hui? Et vous dites qu'il y a la guerre. Donc ces gens-là ne meurent pas. Ces petits soldats-là ne meurent pas. Mais ce ne sont que les Congolais qui meurent. Donc ils se reproduisent nuit et jour. Hein, Bakou Fakate. Ils se reproduisent et puis se rajeunissent. Ils ne vieillissent même pas. Dernièrement ici, qu'est-ce que l'ambassadeur de ce pays-là est allé faire? Il est allé visiter ses ancêtres au Kivu, là où il est allé mourir, ou bien il est allé faire des affaires. C'est l'ONU. C'est l'ONU qui donne l'occasion à ces pays-là de s'enrichir sur notre dos. C'est comme ça que, un instant, je m'engage. Ce n'est pas vous. N'ayez pas peur. Okay. C'est en connaissance de cause que je dis ça. C'est notre pays. Nous ne devons pas blaguer. On est partout. L'ONU est responsable. Aujourd'hui, on parle de Kigali. Allez voir ce qui se passe à Kigali. Où est-ce qu'ils ont eu toutes ces richesses? Pourquoi depuis l'époque coloniale, ils n'ont pas eu ces richesses? Ça vient d'où? Allez voir le Kigali. Hein? Donc, je vous donne un exemple. En citant le nom, un certain Ali Diabaté, qui était venu ici dans le compte de MONUSCO pour les élections à la CENI. C'est lui qui a favorisé même la fraude de 2005 pour ne pas faire passer Jean-Pierre Bemba. Allez voir ce qu'il a construit chez lui au Togo, à Lomé, et les plantations qu'il est en train de mener. Je cite son nom. Oui, sinon vous allez avoir peur. On n'a qu'à aller vérifier où est-ce qu'il a eu cet argent. Donc notre pays est devenu la vache à lait de tout le monde. De tout le monde. M. Maurice, je pense que la population congolaise a compris ce que vous venez de dire. Maintenant, dites-nous quels sont les stratagèmes ou encore quelles sont les stratégies ou encore s'il faut aller loin. Quelles sont les mesures draconiennes qu'on peut toutefois utiliser pour extirper cette sécurité qui gagne notre pays? Je ne commence pas par moi-même. Je prends le cas de Mokia. Combien de fois Mokia vous a demandé que Fati lui donne le ministère des Finances pour terminer cette histoire? Chose qui n'a pas été faite. Ça ne sera pas aussi fait. Parce qu'il a les mains liées. Ça, je le dis. Puisque si on continue à le flatter, il ne fera rien. Il va tomber dans le piège comme Mobutu, comme ses prédécesseurs, à cause des flatteries. Donc, on peut dire que moi, personnellement, je reprends encore les mêmes termes, puisqu'il y a des preuves matérielles. Lorsque je faisais des émissions dans le temps avec Patrick Palata, que vous connaissez, sur CCTV, lorsqu'il y avait la guerre là des Moutebushi, des Tangana et consorts, j'avais demandé à Kabila, sur le plateau de télévision,
Il y a des preuves qui existent jusqu'aujourd'hui. Monsieur Maurice, Donnez-moi la défense, je il nous reste quelques minutes. vais faire le rappel des troupes. Il nous reste Est-ce quelques que vous minutes. croyez que tous les soldats de la DSP sont morts? De SAM, de CETA, les meilleurs soldats qui étaient formés dans des grandes écoles. Monsieur Maurice, Mais pourquoi il nous reste vous quelques ne minutes. nommez que les gens de l'Est? Nous allons vous inviter prochainement, vous allez tout Oh expliciter là. afin que le peuple congolais puisse mieux comprendre ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est très capital. Donc, C'est très capital, si- donc ne parlez pas de la guerre de l'Est. Parlez plutôt de l'escroquerie. Monsieur Maurice, attendez, apaisez votre esprit, s'il vous plaît. Donc, si je vous comprends très bien, donc ce que dit est là comme une étiquette, et c'est quelqu'un d'autre qui est en train de tirer les ficelles. Je n'ai pas dit que c'est une étiquette. Partant de vos explications. S'il vous plaît, on ne peut pas dire à un chef de l'État qu'il est étiquette. Il a les mains liées et nous avons développé ça. Nous avons développé ça pendant plus de 10 minutes. Est-ce qu'il a les mains libres? C'est à partir de maintenant qu'il peut avoir les mains libres parce qu'il va commencer à travailler maintenant. Mais il était embrigandé dans leur histoire là, de SCC, cache et consort. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Maurice, puisque nous sommes en Ce train n'est de... pas étiquette. Monsieur Maurice, Il avait des gens de cahier de charges qu'il devait honorer. Monsieur Maurice, puisque nous sommes en train de parler de l'intégrité territoriale, alors est-ce qu'on peut dire que la population de l'Est du pays est derrière ce qui se passe par rapport aux allégations? Pas la population. Par rapport aux allégations du président Bosso, quand il disait que non, le député doit sortir de ces groupes. Est-ce qu'on peut dire que faut le... Donc vous n'attendiez que les déclarations de Mbosso? Mais depuis tout ce temps, avant que Mbosso puisse même parler de ça, moi qui vous parle, je n'avais pas, je viens de vous dire, on parlait de ça depuis plus de 15 ans, parce que la guerre a commencé. Donc on ne voulait pas nous écouter. Et nous-mêmes, est-ce que nous n'avons même pas des yeux pour voir? Nous n'avons pas un cerveau pour analyser les choses. Est-ce qu'il y a la guerre à l'Est? Il n'y a pas de guerre, c'est de l'escroquerie. Je dis bien politico-militaro-affairiste. Et dans les années à venir, vous allez voir combien de milliardaires vont sortir pour s'être enrichis avec cette histoire-là de l'Est. Merci, M. Maurice, nous venons de comprendre. La dernière question est celle-ci. Parlons d'abord de vos créances que l'État reconnaît et vous doit quelque chose. Pourquoi, jusqu'à présent, l'État n'arrive pas à payer? La mauvaise foi et la jalousie. Parce que, comment voulez-vous? Dans quel pays au monde vous avez vu que vous avez une créance sur l'État? L'État vous donne une partie et le reste, il refuse de vous donner. Au Mona Yangouat. Est-ce que c'est une nouvelle créance ou bien c'est une créance qu'on avait déjà commencé à payer? Mais ce qui est malheureux, que ce soit pour Mokia, que ce soit pour moi, ce qui est triste, nous nous posons cette question. Comment, je vous ai dit ici, c'est grâce à Kabila, nous ne sommes pas des ennemis, hein, mais nous sommes des adversaires politiques. Lorsqu'il a appris de Mokia que moi j'étais gravement malade sur le point de passer de l'autre côté de la terre, il avait ordonné au ministre Yav de payer ma créance. Ministre Yav, un bon gars, il n'y avait pas suffisamment d'argent parce qu'on préparait les élections générales. Il m'a dit non, je vous donne seulement ce que je peux vous donner qu'on vous évacue le plus rapidement possible. Tout d'abord, c'est la vie. À votre retour, on va apurer. Merci beaucoup. Un instant, c'est très important. C'est déjà la fin de l'émission. Oui, oui. Je vous donne 30 secondes. Non, 30 secondes. une seconde. 30 oui. secondes, 30 secondes terminées. Lui, qui est notre adversaire politique, il nous a payé. Mais ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, nous avons combattu ensemble dans l'opposition avec eux. Nous avons vécu les grenades lacrymogènes. Nous avons vécu des humiliations. Ils ont maintenant le pouvoir, mais ils ne veulent pas nous payer. Nous allons dire quoi? Quitte à vous de réfléchir et de répondre. Merci beaucoup, monsieur Maurice Likou, d'être venu dans une autre émission. Tout ça, nous vous remercions.
C'est un début pour de la fin de clôturer. Très bien, merci beaucoup M. Amo. Je suis très content d'être ici avec M. Maurice. Je crois qu'il y a eu beaucoup à parler, mais le temps nous fait défaut. Et puis je crois qu'on pourra se retrouver même très prochainement avec, je dirais, le même plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre belle attention que vous aviez prêtée à cette émission. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission, mesdames et messieurs. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un autre visage. Nous allons parler de tout sauf de rien, parce que je vous ai bien dit au début qu'ici nous recevons tous les visages. Donc, c'est-à-dire que les musiciens, les politiciens, les comédiens et autres, question pour nous toujours de mettre au parfum de notre quotidien tous les Congolais puissent être informés. Alors, portez-vous bien, on se retrouve très prochainement. Ciao.